Dans cette septième séquence, nous allons aborder l'analyse mathématique des résultats. Nous sommes en train de revisiter la publication consacrée à la formulation d'un détergent et nous allons, après avoir observé la variation des réponses, nous intéresser à la construction de l'équation des modèles qui vont permettre de décrire la variation de la viscosité, la variation de la réponse appelée clear point, dans le domaine expérimental. Il est important de construire cette équation. Pourquoi? Parce que nous avons fait l'hypothèse que c'est de l'expression du modèle mathématique et de son analyse que nous tirerons des informations sur l'optimum. On va rappeler quels sont les objectifs de l'analyse mathématique et on va voir comment mener à bien cette analyse mathématique dans le cas d'un domaine expérimental de type simplex, quasiment sans ordinateur, ce qu'on pouvait faire à l'origine, 1958-1972, et en utilisant une méthode un peu plus générique aujourd'hui, qui est très facile à mettre en œuvre, avec logiciel ou avec un tableur, qui est la méthode des moindres carrés. Alors, l'analyse mathématique consiste à estimer, d'une part, les coefficients du modèle. On sait qu'il y en a respectivement 3, 6, 10 ou 15 en fonction du degré du polynôme, et naturellement estimer les écarts entre le modèle et les points expérimentaux. Ces écarts s'appellent des résidus lorsque l'on utilise la méthode des moindres carrés comme méthode d'ajustement. Alors si on regarde de façon un petit peu brute ce dont on a besoin, eh bien le nombre d'inconnus à estimer c'est P plus N, P c'est le nombre de coefficients, N c'est le nombre d'essais que vous avez réalisés, et vous n'avez fait naturellement que N équations. Donc on en a parlé dans les aspects mathématiques, on a utilisé à plusieurs reprises, notamment lorsqu'on est dans des domaines de type polyèdre convexe, la méthode des moindres carrés. Cette méthode des moindres carrés va faire appel à une écriture matricielle que vous voyez en bas pour estimer le vecteur des coefficients à partir du vecteur des réponses y et de la matrice du modèle petit x que l'on va transposer, prémultiplier, inverser. C'est ce que vous voyez à l'écran. La méthode des moindres carrés, c'est une méthode assez ancienne, et elle est due à Gauss d'un côté et au français Legendre de l'autre, vers 1805 ou 1809, c'est-à-dire début du 19e siècle. Attention, en formulation, on utilise parfois des méthodes alternatives comme la régression Ridge ou la régression PLS, mais ici, nous sommes dans un domaine qui a une géométrie sympathique, c'est un simplex, et finalement, on va pouvoir faire les calculs à la main. Alors c'est cette première partie de l'analyse mathématique que j'ai appelée pragmatisme des réseaux de type simplex lattice. Imaginons à l'instant que dans un simplex de hauteur unitaire, vous vouliez utiliser un modèle de type état égale β1z1 plus β2z2 plus β3z3, c'est la forme canonique du modèle de degré 1. Vous avez fait 3 expériences, donc vous avez une stricte égalité entre le nombre de coefficients estimés et le nombre d'essais réalisés. Bien, on va noter la valeur des réponses à partir d'indices, ici y1, y2, y3. Quand vous avez un seul indice, ça veut dire qu'il n'y a qu'un constituant. Et la valeur de l'indice repère le numéro de constituant. Y indice 1 signifie que vous avez la réponse pour un mélange constitué par 100% de constituants 1, au même titre pour Y indice 2 et pour Y indice 3. Donc on va pouvoir écrire tout ceci sous forme d'un système d'équations. Lorsque vous aviez 100% du constituant 1, vous avez mesuré Y indice 1, on précisera la valeur de la viscosité. Et le modèle, vous aviez 100% du constituant 1, donc par voie de conséquence, 0% des constituants 2 et 3. Donc si vous explicitez l'équation, vous obtenez Y1 égale B1 fois 1, plus B2 fois 0, plus B3 fois 0. Vous allez vous empresser naturellement d'utiliser la propriété de l'élément nul de la multiplication pour trouver tout de suite que Y1 est égal à B1, que Y2 est égal à B2 et que Y3 est égal à B3. Donc pour fabriquer la forme canonique du modèle de degré 1, si vous ne prenez en compte que les 3 sommets du domaine, vous allez pouvoir écrire tout de suite sur un papier l'équation du plan qui traduit la variation de la réponse. Si maintenant vous cherchez à estimer la forme quadratique, c'est-à-dire la forme canonique du modèle polynomial de degré 2, en présence
de 3 constituants, vous avez 6 coefficients à estimer. La forme générique est rappelée en bas. Et pour estimer ces 6 coefficients, vous avez équiréparti, grâce au réseau de Sheffer, 6 expériences dans le domaine. Vous allez commencer par noter de façon spécifique la valeur des réponses. Comme tout à l'heure, lorsqu'il y a un seul indice, ça veut dire qu'il y a un seul constituant, Y1, 100% du constituant 1. Comment va-t-on noter les réponses qui affectent les mélanges situés au milieu des arêtes? Vous avez 2 constituants, donc on va utiliser l'indice 1 et l'indice 2 lorsqu'on mélange le constituant 1 et le constituant 2. Et s'ils sont mélangés en égale proportion, on va mettre 1 et 2. Ça veut dire que les constituants 1 et 2 sont présents en égale proportion sur cette arête, au même titre, sur les autres arêtes. Y1, 3 signifie que vous avez la valeur de la réponse pour un mélange constitué à partir des composants 1 et 3, présents en égale proportion, puisque les indices interviennent avec le même poids. C'est la même chose pour Y indice 2, 3. Alors, on va pouvoir maintenant réécrire, comme tout à l'heure, partant de la matrice d'expérience, le système d'équations. On va remplacer Z1, Z2, Z3 par les valeurs 0, 1 ou 1,5. Et dans la colonne de gauche, vous voyez apparaître Y1, Y2, Y3, les réponses mesurées pour 100% du constituant 1, 100% du constituant 2, 100% du constituant 3, et Y indice 1, 2. C'est la réponse mesurée lorsque vous avez 50% du constituant 1, 50% du constituant 2, par voie de conséquence 0% du constituant 3, et le produit Z1, Z2 devient 1,5 fois 1,5 égale 1 quart. Alors ce système paraît terrifiant, mais vous allez voir, il se simplifie efficacement lorsque vous utilisez le fait que 0 est l'élément neutre de la multiplication. Vous voyez immédiatement que les valeurs de B1, B2, B3, ce sont les valeurs des réponses que vous avez observées sur les sommets, Y1, Y2, Y3. Maintenant, il vous reste ensuite des équations, mais chaque fois, ce sont maintenant des équations à une inconnue. Pourquoi? Parce que si vous isolez par exemple la quatrième équation, Y12 égale 1,5 de B1, B1 vous savez ce que c'est Y1, plus 1,5 de B2, B2 vous savez ce que c'est Y2, plus 1 quart de B12, c'est l'inconnu que vous cherchez à estimer. Donc vous allez pouvoir immédiatement trouver la valeur de B12, en écrivant qu'il s'agit de 4 fois Y12 moins 1,5 de B1 et de B2, ce que l'on écrit généralement sous cette forme générique en présence de 3 constituants. Donc là encore, ce qui a fait le charme des réseaux de Sheffer, d'une part c'était leur séquentialité en introduisant des points de construction et des points de validation, et également, c'est bien beau de dire aux gens, voilà les expériences qu'il faut faire, mais en donnant aux utilisateurs une méthode d'estimation facile des coefficients. Vous voyez qu'ici, il suffit de multiplier par 4 ou par 2 les valeurs des réponses, et d'en faire ensuite une combinaison linéaire. Alors la démarche se poursuit pour des modèles de degré 3 et pour des modèles de degré 4. Alors c'est ce que l'on va voir avec démonstration pour le modèle de degré 3, et puis je vous donnerai directement le résultat, issu d'ailleurs de la publication de Gorman et Hinman en 1962 pour le modèle de degré 4. Pour un modèle de degré 3, dans un diagramme ternaire, vous allez disposer de manière uniforme 10 expériences. C'est ce que vous voyez avec la matrice d'expérience présente. Vous allez affecter à chacune de ces expériences une notation particulière, Y indice I pour 100% du constituant I. Lorsque vous avez maintenant des mélanges binaires, on voit apparaître les coefficients, les indices 1 et 2, puisque vous mélangez les constituants 1 et 2. Maintenant, ces indices, vous les voyez répétés. Par exemple, quand vous voyez apparaître 1, 1, 2, ça veut dire que le constituant 1 est 2 fois plus présent que le constituant 2, puisque vous avez répété 1. S'il est 2 fois plus présent, ça veut dire qu'il y a 2 tiers du constituant 1 et 1 tiers du constituant 2. Au même titre, lorsque vous voyez apparaître Y1, 2, 2, il y a les constituants 1 et 2 qui entrent en compte dans le mélange. Le constituant 2 est 2 fois plus présent que le constituant 1. Par voie de conséquence, vous avez 1 tiers du constituant 1 et 2 tiers du constituant 2. C'est ce que nous allons reproduire pour les autres arêtes du domaine expérimental. Et puis, il reste un mélange où, alors c'est ce qu'on avait appelé le mélange alicote, les 3 constituants sont présents, donc il faut bien faire apparaître les indices 1, 2 et 3, et comme ils sont présents en égale proportion, on ne répète pas ces indices, d'où la notation Y
indice 1, 2, 3. Que va-t-on faire? Eh bien, on va se servir de ces essais pour estimer et calculer les coefficients de la forme canonique du modèle de degré 3, dont j'ai rappelé l'expression. Je remplace dans la colonne de gauche la valeur de la réponse par les notations que je viens de décrire. À droite du signe égal, eh bien, je vais remplacer sur chaque ligne les valeurs de Z1, Z2, Z3, plus les valeurs des termes de degré 2 et de degré 3. Par leur correspondance, on voit apparaître ici encore beaucoup de zéros, ce qui fait que ce système d'équations, en présence de 3 constituants, eh bien, va se simplifier. Alors il peut paraître comme ça encore assez complexe. On voit que l'on tire tout de suite les valeurs des coefficients B1, B2, B3 à partir des réponses Y1, Y2, Y3. Et ensuite, si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe, eh bien, on va voir apparaître des groupes d'équations qu'on va appeler des systèmes de 2 équations à 2 inconnues. En effet, regardez, j'ai entouré en rouge ici 2 équations. À droite du signe égal, je connais parfaitement ce qui se passe, puisque ce sont des combinaisons linéaires de réponses. Et à gauche du signe égal, eh bien à gauche du signe égal, j'ai mes 2 inconnus, B12 et G12. On voit immédiatement ici qu'en faisant la somme de ces 2 équations, on va éliminer le terme G12 en obtenant 4/9 de B12. Et puis une fois qu'on aura calculé B12, eh bien on substituera dans une de ces 2 équations pour trouver le terme G12. C'est ce que je reporte ici. J'ai isolé les 2 équations. Je peux calculer tout de suite, résoudre ce système de 2 équations à 2 inconnues. Donc vous voyez, on disposait dès 1958 de formules génériques. Et les coefficients se calculaient à partir de combinaisons linéaires simples des réponses. Ici, j'additionne la réponse Y1, 2, 2 avec la réponse Y1, 1, 2 et je soustrais les valeurs Y1 et Y2, puis je multiplie par 9 quarts. Donc on va pouvoir généraliser au coefficient BIJ ce que nous venons de trouver. Au même titre, on peut généraliser au coefficient G indice IJ les formules précédentes. Alors il nous reste maintenant à tirer l'expression du coefficient B1 de 3 qui apparaît sur la dernière ligne. Et comment va-t-on faire? On a tout. On va remplacer maintenant B12, B13 et B23 par leurs valeurs. On voit qu'on peut factoriser avec un neuvième et faire la somme. C'est ce que j'ai reporté ici. Et faire la somme, eh bien, on a gardé sur un coin du transparent ou sur un coin de la feuille l'expression des coefficients. Donc faire la somme n'est pas très très compliqué. On va remplacer naturellement cette somme dans la parenthèse du dessous, pour naturellement arriver à l'expression suivante une fois que tout sera réorganisé. Alors, ça peut paraître terrifiant, mais finalement, à la main, avec un peu de patience et une machine à calculer, ça se calcule. Alors, je répète qu'aujourd'hui, il est hors de question d'essayer de faire ça à la main, sauf à titre d'exercice. Un logiciel dédié permet de faire ça. Un tableur permet immédiatement d'inverser les matrices, comme vous le verrez dans des séquences dédiées à l'utilisation d'un tableur ou d'un logiciel pour calculer les coefficients du modèle. Donc, dans le cadre des formes canoniques des modèles polynomiaux, au moins en présence de 3 constituants, eh bien, on voit qu'on peut de façon simple, grâce au pragmatisme des réseaux de Sheffer, eh bien, calculer la valeur des coefficients. Donc je vous ai mis ici un extrait de la publication de Sheffer et de Gorman et Hinman, respectivement en 1958 et puis en 1962. Pourquoi? Parce que Sheffer n'avait pas été jusqu'au modèle de degré 4, et l'explicitation du modèle dit quartique et également des formes réduites, ben, ça se trouve dans la publication de 1962 et peu de gens le savent, d'où l'intérêt de faire ce petit rappel bibliographique. Alors, lorsqu'il y a lorsqu'on utilise un degré 4 comme degré de maillage, on a fait 15 mélanges, donc il y a encore plus de coefficients estimés, il y en a 15, et donc en utilisant la même démarche, vous pourriez arriver à résoudre à la main un système de 15 équations à 15 inconnues, parce qu'il y a beaucoup de zéros, comme vous l'avez vu dans les lignes du système, avec des notations bien spécifiques, toujours Y indice I lorsqu'on a 100% du constituant I, Y IJ lorsque nous avons un mélange binaire des constituants I et J en égale proportion, 50-50, et puis des notations un peu plus spécifiques pour le modèle de degré 4, Y1, 1, 1, 2,
Donc il y a les indices 1 et 2. Nous sommes donc en présence des constituants 1 et 2. L'indice 1 apparaît 3 fois. Donc le constituant 1 est 3 fois plus présent que le constituant 2. Par voie de conséquence, vous avez 75%, 3 quarts du constituant 1 et 1 quart, 25% du constituant 2. Donc voilà comment sont notés les mélanges binaires. Et puis naturellement, il y a des mélanges ternaires. Ces mélanges ternaires, on s'aperçoit sur la figure qu'un des constituants est présent à 50%, les autres sont présents à hauteur de 25%, ce qui justifie la notation suivante, Y, indice 1, 1, 2, 3. Les constituants 1, 2, 3 sont présents. Le constituant 1 est 2 fois plus présent que les autres, donc il est présent à hauteur de 50%. Alors c'est cette notation astucieuse qui a été introduite par Henry Scheffé, qui a été reprise par Gorman et Hinman en 1962 pour permettre aux utilisateurs d'utiliser des formules génériques qu'ils n'avaient plus qu'à adapter à leurs problématiques. Et ils ont donné non seulement les solutions analytiques pour des mélanges de 3 constituants, mais ils ont généralisé à Q constituants. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que Gorman et Hinman ont présenté des calculs de variance d'estimation, toujours à partir de formules génériques que l'on peut calculer à la main. Donc tout calcul fait, et en exploitant les résultats de Gorman et Hinman, vous pourrez les vérifier, ils sont justes. Voilà comment vous pouvez estimer les coefficients bêta 1, bêta 1, 2, gamma 1, 2 de la forme quartique et la suite des coefficients, donc les coefficients bêta IIJK et ainsi de suite dans le modèle. Bien, je vous rappelle qu'aujourd'hui, naturellement, on va utiliser des solutions informatiques pour estimer ces coefficients, mais en 1972, à l'époque où a été publiée cette communication sur la formulation d'un détergent, eh bien, il fallait faire les calculs avec les moyens du bord, comme on peut dire. Et donc, vous voyez reproduites ici les deux expressions canoniques, tout à fait au bas du tableau. Je vous ai entouré la première réponse avec des coefficients calculés à l'aide d'Excel, et vous allez trouver les mêmes choses, avec un petit rappel, abstenez-vous, mais alors abstenez-vous absolument d'interpréter telles quelles les valeurs des coefficients. Nous sommes en présence de formes canoniques. Il y a des contraintes relationnelles x1 plus x2 plus x3 qui sont cachées dans l'expression du modèle. Donc n'interprétez jamais directement les coefficients en termes d'effet. Si par exemple le dernier coefficient vous paraît très important, 13 438, il est très important par rapport par exemple au deuxième coefficient qui vaut 78. N'oubliez pas que ce coefficient dans le polynôme, il intervient en associant la multiplication de Z1 fois Z2 fois Z3 au carré. Comme vous avez chaque fois des nombres qui varient entre 0 et 1 et que ces nombres, lorsque vous allez les multiplier, vont donner un produit de plus en plus petit, vous allez amoindrir l'importance de ce coefficient et donc le poids du monôme sera d'autant plus petit. Donc abstenez-vous absolument d'interpréter les coefficients de la forme polynomiale du modèle. Par contre, transformez cette équation en dessin, parce que là, votre œil, naturellement, ne vous trompera pas, et ce sera l'objet des séquences suivantes. Naturellement, si on a fait l'analyse pour la réponse viscosité, on va pouvoir faire l'analyse pour la réponse ClearPoint. On a introduit directement la valeur de la moyenne dans le calcul, et donc voilà l'expression du modèle. Et donc naturellement, en 1972, mais parfois encore aujourd'hui, les auteurs reproduisent l'équation du modèle. Pourquoi? Parce que c'est cette équation du modèle que vous allez transformer en information au travers d'un graphique. Que ce soit des courbes de réponse, que ce soit des surfaces de réponse ou que ce soit la trace de la surface de réponse, comme nous allons le voir dans les séquences suivantes. Donc nous avons atteint la fin de l'analyse mathématique dans sa partie estimation des coefficients. Mais on a vu également que l'analyse mathématique était utilisée pour estimer les résidus. Les résidus, c'est les écarts entre le modèle et les points expérimentaux. Donc après avoir calculé les coefficients, nous allons voir comment on calcule les résidus. Alors naturellement, dans l'approche des réseaux de Scheffé, vous ne calculiez pas les résidus. Pourquoi? Parce que vous aviez autant d'expérience que d'inconnus. Mais maintenant, que fait-on quand on se livre aujourd'hui à ce genre de campagne expérimentale? Eh bien, une fois qu'on a fini, on prend les 15 résultats expérimentaux et on va fabriquer,
on va demander à un logiciel de le faire, mais on va demander de fabriquer le modèle de degré 1, de degré 2, de degré 3 et de degré 4, sachant que pour le modèle de degré 4, vous avez autant de coefficients que d'expérience, donc il n'y aura pas de résidus, mais pour les autres modélisations, vous allez pouvoir calculer les écarts du modèle et de la réalité, de la campagne expérimentale. Pour ça, lorsqu'on a plus d'expérience que de coefficients, on utilise, on en a parlé tout à fait au début, une méthode d'ajustement qui est la méthode des moindres carrés. Sous forme matricielle, on va chercher à estimer le vecteur des coefficients que vous voyez situé en bas à droite sur la planche au travers d'opérations matricielles. Partant de la matrice d'expérience, on va créer une extension de cette matrice, on va rajouter des colonnes, c'est les colonnes produits, pour fabriquer la matrice du modèle. Cette matrice du modèle, on va la transposer, et on va faire le produit de la transposée de la matrice du modèle par elle-même, de façon à obtenir une matrice que l'on appelle la matrice d'information. On en a déjà parlé dans les aspects mathématiques. Pour les gens qui utilisent des critères algébriques, cette matrice va être résumée par son déterminant. Et construire un plan d'expérience consiste à maximiser le déterminant de la matrice d'information. On voit qu'il faut ensuite inverser cette matrice, et on obtient donc la matrice de dispersion. Cette matrice, elle intervient à quel moment? Elle intervient quand on veut regarder les propagations d'incertitude, et on commencera par regarder, dans d'autres études de cas, les termes diagonaux de cette matrice. Les termes diagonaux de cette matrice, c'est ce qui va traduire quelque part l'incertitude d'estimation des coefficients. On voit qu'il faut ensuite introduire le vecteur des réponses, multiplier la transposée de la matrice du modèle par le vecteur des réponses, et enfin calculer le vecteur des coefficients. Le vecteur des coefficients pour la forme canonique du modèle de degré 2, le voici. Et une fois qu'on a le vecteur des coefficients, on va pouvoir immédiatement calculer le vecteur des résidus. Pourquoi? Puisque si l'on connaît l'équation du modèle, eh bien on va pouvoir activer ce modèle pour les expériences que vous avez réalisées, et on obtient un vecteur que l'on note généralement Y chapeau. Ce sont les valeurs des réponses prévues par le modèle pour les expériences que vous avez déjà réalisées. Le rêve, c'est que le vecteur Y et le vecteur Y chapeau aient des valeurs très semblables, 2 à 2. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que le modèle passe le plus près possible des points expérimentaux. L'écart entre les valeurs de ces deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle les écarts, et lorsqu'on utilise la méthode des moindres carrés, les écarts portent le nom de résidus. Donc ça y est, nous avons obtenu ici, à l'aide d'un tableur, mais également les logiciels le font de façon automatique, nous avons obtenu le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus, qui sont, je le rappelle, les deux produits de l'analyse mathématique. L'analyse mathématique, ça permet de passer de la matrice d'expérience et de la colonne du vecteur réponse à deux vecteurs. Le vecteur des coefficients et le vecteur des résidus. Pour ceux qui seraient gênés par l'expression du mot vecteur, le tableau des coefficients et le tableau des résidus. Je vous ai dit que le vecteur des coefficients, il fallait s'abstenir de le regarder avec trop d'insistance, parce que vous risquez de mal interpréter les choses. Par contre, le tableau des résidus, il va falloir y jeter un coup d'œil. Alors si on voit ici, si on détaille ce qui se passe pour la viscosité, vous avez d'abord dans la première colonne les valeurs mesurées. Une fois que vous avez eu les coefficients du modèle, vous avez calculé le vecteur Y chapeau. Et par soustraction, vous avez calculé le vecteur des résidus. Le rêve, c'est que les résidus soient les plus petits possibles, et pour les statisticiens, que les résidus soient normalement distribués autour de leur moyenne qui est égale à 0. Alors on s'aperçoit ici qu'il y a des écarts qui paraissent grands, je les ai surlignés avec une flèche, ou mis en valeur avec une flèche, par rapport aux autres. Faites-en tout de suite un nuage de points, ou faites une représentation sous forme de diagramme en bâton, et surtout, allez identifier quels sont les mélanges qui ont généré des écarts importants. Ça veut dire que sur ces mélanges-là, le modèle ne sera pas très descriptif. Et s'il n'est pas très descriptif, il sera, par voie de conséquence, encore moins prédictif. Mais ça, ce sera l'analyse statistique qui nous permettra de le voir. Et regardons où sont situés les essais 3, les essais 8 et les essais 9. On voit que les essais 3, 8 et 9 sont situés dans la zone où nous avions déjà mis en évidence
le point où la viscosité est très élevée, 1630 centipoises, mais on voit que le modèle aura du mal à décrire 1630 centipoises, attention c'est un modèle de degré 2, et aura du mal également à décrire les deux essais qui sont juste à côté. Ça veut dire que quelque part, cette forte déclivité, on a quelque part une falaise à franchir, et bien le modèle de degré 2, qui est quelque part un paraboloïde, n'arrivera pas à le franchir et qu'il faudra passer à une modélisation de degrés supérieurs, à moins de transformer la variation de la réponse, comme on le verra dans la séquence suivante. On va faire naturellement un bilan pour la viscosité. Quelle confiance peut-on accorder au modèle? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Est-ce que j'ai intérêt à l'utiliser pour chercher un optimum? Et on va se poser la même question, alors sans le détail de la présentation, pour la deuxième réponse, qui est la réponse ClearPoint, où on voit que finalement, il y a des essais pour lesquels les résidus sont petits, inférieurs à 2 degrés, et on voit qu'il y a également des essais pour lesquels les résidus sont importants. Et là encore, on reviendra dessus dans la séquence suivante consacrée à l'analyse statistique. Peut-on avoir confiance à un modèle de degré 2, dont vous voyez ici les coefficients, pour pouvoir avoir recours à ces modèles pour trouver un optimum? Bien, ça sera l'objet de l'analyse statistique. Mais quand vous faites l'analyse mathématique, aujourd'hui, à l'aide d'une solution informatique, quelle qu'elle soit, vous obtenez finalement deux vecteurs, le vecteur des coefficients, le vecteur des résidus. Faites immédiatement un graphique avec les résidus pour voir si localement il ne se passe pas des choses inquiétantes. Les choses inquiétantes, c'est que le modèle a du mal à décrire la réalité. Et si graphiquement vous pouvez représenter le domaine expérimental, ce qui est possible ici en présence de 3 constituants, localiser les zones où le modèle a du mal à décrire. Ça vous aidera à mieux interpréter les résultats de l'analyse statistique qui va suivre. Voilà. Alors, nous avions présenté, je le rappelle, en introduction de cette séquence, c'était à titre historique, on le trouve souvent aussi dans les livres, certains enseignants font faire ça à la main à leurs étudiants, pour leur montrer que finalement, les réseaux de Scheffé, quoi qu'on puisse en dire, présentaient énormément de pragmatisme. Alors, nous voyons ici le réseau de type simplex lattice, on verra à la fois en cours et dans d'autres études de cas, le réseau de type simplex centroïde qui présente le même pragmatisme, eh bien on pouvait, sans moyen de calcul très sophistiqué, calculer l'équation du modèle, et naturellement cette équation du modèle, on va voir comment on l'a restituée dans les séquences qui vont suivre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante que j'ai baptisée analyse statistique des modèles. A tout de suite.